Donc je m'appelle Thierry Brugvin, je suis membre du comité Attaque Besançon. Je suis membre aussi du conseil scientifique d'Attaque. Et sinon je travaille comme sociologue. Mes spécialisations c'est sur la sociologie économique, tout ce qui est effectivement démocratiser l'économie, démocratiser en général, sur les questions nord-sud aussi. Voilà, essentiellement c'est là-dessus que je travaille, sur l'autogestion, sur le pouvoir des élites, sur les questions de redistribution des richesses, l'objection de croissance, etc. Dans le débat d'hier, c'était le débat sur démocratiser l'argent, donc démocratiser. Parce que le cœur du capitalisme, c'est à la fois l'argent, la propriété, le travail. L'argent, c'est à travers la dette. La dette, on voit que ça a une puissance énorme aujourd'hui, la dette, puisque les États s'endettent, et du coup, à travers des marchés financiers, et puis du coup, c'est les banques qui dictent leur politique aux États, les banques privées qui dictent leur politique aux États, et la Banque mondiale et le FMI, c'est, on pourrait dire, le gouvernement mondial des banques. C'est une banque publique, mais qui est derrière, qui travaille avec des banques privées. D'ailleurs, les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI, très souvent, ils viennent, surtout de la Banque mondiale, ils viennent avant des banques privées. Donc c'est un jeu de va-et-vient, on voit que là il y a un intérêt de classe aussi. Donc on voit à travers la dette, les dirigeants des banques privées réussissent. Alors, tous les pays du Sud, ça fait longtemps qu'ils sont sous la coupe de la Banque mondiale, et maintenant ça arrive progressivement en Europe. Ça a commencé par la Grèce, l'Espagne, l'Italie, etc. Ça augmente progressivement en puissance jusqu'à ce que ça couvre le monde entier. On aura bientôt un gouvernement mondial des banques, privées et publiques réunies en quelque sorte, parce que elles sont surtout privées, mais c'est la Banque mondiale qui mène la danse. Elle mène une politique néolibérale donc au service des banques privées, dans un système capitaliste. Et donc on voit que ça arrive très rapidement. Et du coup, la question c'était les alternatives. Comment faire pour changer les choses. Et donc dans le débat d'hier, première proposition qui était faite par certaines personnes, c'est justement reprendre la maîtrise sur l'argent, sur la monnaie, pour éviter justement reprendre la maîtrise sur la dette. Donc il y a des expérimentations concrètes de monnaie complémentaire, de monnaie locale, qui sont intéressantes, parce que c'est concret, c'est des instruments pédagogiques, pour que les gens comprennent, disons, l'intérêt de la monnaie. Mais à un moment donné, il faut aussi aller plus loin, puis avoir une réflexion plus générale sur finalement comment contrôler ceux qui contrôlent la monnaie, donc les banques. Donc la deuxième phase du débat, c'était comment faire pour en gros contrôler les banques. Voilà. C'était ça la deuxième phase du débat. Voilà, alors, une des exemples concrets pour contrôler les banques, il y a, au niveau micro, c'est créer des banques coopératives comme ça existe en France, par exemple il y a la NEF. En Italie, c'est la Banca Etica, enfin des banques éthiques. Enfin, les banques éthiques, c'est un nom ambigu. Là. Ils ont des banques coopératives, c'est déjà beaucoup plus sécurité, même s'il y a encore des dérives. Et après, au niveau global, il y a déjà. L'idée globale, c'est de faire que finalement toutes les banques qui sont des banques privées capitalistes deviennent des banques coopératives. Pourquoi ? Parce que, comme on disait tout à l'heure, comme le cœur du système, c'est la propriété privée des moyens de production qui permet d'avoir la décision sur les décisions, il faut que le pouvoir revienne aux travailleurs, donc aux anciens salariés qui deviennent des sociétaires. Et à ce moment-là, c'est eux qui votent pour leurs dirigeants, pour les salaires, pour l'orientation générale. Donc il y a des coopératives, des banques coopératives qui fonctionnent comme ça. Par exemple, il y a Mondragon en Espagne, justement. 70 000 salariés, même si ce n'est pas parfait, il y a des limites, mais 70 000 salariés, donc c'est quand même une grosse coopérative, fédération de coopératives. Et les salaires vont de 1 à 5. Donc on voit concrètement que déjà ça change. Les salaires dans les banques, les dirigeants peuvent gagner 1 million d'euros. Donc c'est déjà pas la même chose, une coopérative et une banque coopérative. Et l'idée c'est que, donc c'est les propositions d'Attaque aussi, c'est de socialiser les banques, et non pas de les nationaliser. Parce que la différence entre nationaliser une banque et la socialiser, on l'a déjà fait par le passé, pour plein d'entreprises, il y a des dérives. En gros c'est l'État qui dirige. Et surtout quand c'est dans un système capitaliste, même quand ce n'est pas un système capitaliste, dans un système capitaliste, une banque finalement elle travaille toujours pour les intérêts capitalistes. Dans un système qui serait socialiste ou communiste à l'ancienne, comme on avait à l'époque soviétique, on a toujours les dérives du centralisme autoritaire, etc. Et on voit ce que ça a donné. Donc il ne faut pas reproduire ça. Du coup, il faut des banques qui soient coopératives,
qui soit socialisée. Donc, pour dire la différence entre une banque nationalisée, c'est une banque dirigée par l'État, une banque socialisée, c'est une banque autogérée, où il y a au moins 3 types d'acteurs qui vont diriger. Il y aura toujours évidemment on va commencer par la base. D'abord, ça veut dire que les travailleurs des banques, les salariés des banques deviennent des sociétaires, et donc ils ont le pouvoir de décision sur leur salaire, sur le salaire des dirigeants, etc. Mais il y a aussi les usagers, il faut que les usagers soient présents, puisqu'ils utilisent. Et enfin, si c'est une banque puissante, si c'est une banque qui a une échelon national ou une entreprise à un échelon national, comme le chemin de fer par exemple, ou l'électricité, l'énergie, il faut aussi qu'il y ait des représentants de l'État dans un système étatique ou de la fédération globale dans un système fédéraliste. Alors, ça dépend dans quel système on est, quoi. Voilà, pour qu'au moins ces 3 acteurs-là coexistent. Voilà. Mais après, c'est disons le minimum. Après, c'est pas si simple que ça, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les mutuelles, alors je ne connais pas les noms en Espagne, mais il doit y en avoir pareil, le système des coopératives et des mutuelles, ça a plus d'un siècle, même un siècle et demi au minimum. Et du coup, on voit que ce système ça a dévié, en tout cas pour les coopératives moins. Donc on voit Mondragon par exemple. Mais quand on voit les mutuelles en France, il y a le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, il y en a d'autres. Et très rapidement, elles ont dévié, et il n'y a plus cet idéal du tout. Alors la question c'est pourquoi ça a dévié. C'est des hypothèses de réponse. Une des hypothèses, c'est que déjà dans une culture capitaliste qui a fait que les gens oublient ces éléments-là. Mais après, je pense que la différence entre les mutuelles et les coopératives, c'est aussi que dans les coopératives qui dévient, mais moins, les gens au quotidien, ils travaillent dans les coopératives. Quand on est dans une mutuelle, quelqu'un qui est au Crédit Mutuel en France, il est juste usager, il a déjà son boulot, il n'a pas le temps de s'impliquer régulièrement, de venir à l'Assemblée Générale et autres. Donc à mon avis, c'est une des limites des mutuelles, c'est qu'il y a, disons, au moins deux collectifs. Le collectif des usagers et le collectif des sociétaires, ou du moins des travailleurs. Et eux, ils peuvent s'impliquer, mais ils sont minoritaires en voix par rapport aux autres. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, rapidement, l'idéal coopératif a été perdu. En tout cas pour les mutuelles. Donc ça veut dire que les mutuelles, il y a un travail à faire de renouvellement, en tout cas, pour que ça puisse fonctionner. La fin de l'argent. La question, c'est est-ce que l'argent, est-ce qu'on peut remplacer l'argent? Est-ce que c'est mauvais l'argent en soi? Autrefois, il y avait le troc, il fonctionnait avec le troc. Mais dès que disons, les masses se développent, les échanges se développent, ça devient difficile. Parce qu'on ne peut pas toujours se trimballer avec sa tonne de blé pour échanger contre autre chose. Donc ça devient compliqué. Et du coup, l'argent, ou la monnaie, c'est un instrument qui est extrêmement utile. C'est un peu le sang de l'économie. Sans le sang, ça ne fonctionne pas. Mais les capitalistes qui sont extrêmement compétents, outillés et armés, ils ont compris que c'était un outil qui avait plusieurs tranches, la face, on va dire, lumineuse et la face obscure de la monnaie. Et donc ils ont décidé, ils se sont appuyés sur des économistes, des gens qui n'étaient pas forcément des conseillers, des grands économistes, notamment Friedman, notamment Hayek, pour essayer d'orienter l'économie dans le sens qui les intéressait. Et par exemple, un des mécanismes complexes de l'argent, c'est le mécanisme de la création monétaire, de la dette. Il y en a plein. Parce que la dette, ils l'ont utilisée, parce qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Donc ils utilisent le côté mauvais de la dette. La bonne dette, donc c'est aussi l'argent, c'est pouvoir investir, c'est l'approche un peu keynésienne, c'est pouvoir justement investir pour prêter de l'argent à l'État, aux collectivités, aux individus, pour relancer l'économie, créer de la richesse. Donc c'est les échanges, la circulation de l'argent qui crée la richesse. Ça, c'est la bonne dette. Et la mauvaise dette, on pourrait dire, c'est lorsque la dette, en quelque sorte, est utilisée pour asservir les peuples. Donc là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a plein de causes pour ce mécanisme-là. Pour faire simple, schématiser, une des causes, c'est le fait qu'on diminue, en tout cas pour la dette publique, qu'on diminue les taxes, les impôts aux plus riches, qui fait que les États s'appauvrissent, que leur dette augmente, parce que leurs dépenses dans les États continuent à fonctionner. Et une autre des causes, c'est le fait qu'on interdise aux États d'emprunter aux banques centrales publiques. Mais on les oblige, ou s'oblige eux-mêmes pour la plupart,
à emprunter sur les banques privées des marchés financiers. Donc on privatise les prêts et la création monétaire aussi. Et du coup, avec ce mécanisme-là, les banques privées s'enrichissent et progressivement les États s'appauvrissent, deviennent dépendants. Et du coup, progressivement, c'est les banques privées qui commandent aux États. Donc la question, c'est pas de supprimer la dette, de supprimer l'argent, mais c'est de se la réapproprier, de retrouver un contrôle pour en faire un bon usage. Donc je m'appelle Thierry Brugvin, je suis membre des questions de redistribution des richesses, l'objection de croissance, etc. Dans le débat d'hier, c'était le débat sur démocratiser l'argent, donc démocratiser. Parce que le cœur du capitalisme, c'est du comité Attaque Besançon. Je suis membre aussi du conseil scientifique d'Attaque. Et sinon, je travaille comme sociologue. Mes spécialisations, c'est sur la sociologie économique, tout ce qui est effectivement à la fois l'argent, la propriété, le travail. L'argent, c'est à travers la dette. La dette, on voit que ça a une puissance énorme aujourd'hui, la dette, puisque les États s'endettent. Et du coup, à travers des marchés financiers, et puis du coup, c'est les banques qui ont démocratisé l'économie, démocratiser en général, sur les questions nord-sud aussi. Voilà, essentiellement, c'est là-dessus que je travaille, sur l'autogestion, sur le pouvoir des élites, sur